Bonjour, bienvenue à mon podcast. C'est un podcast sur les affaires et aujourd'hui, j'ai comme invité un comptable professionnel agréé, CPA, MBA, chroniqueur, auteur, animateur, très connu, Pierre-Yves McSween. Bonjour Pierre-Yves. Salut. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Oui. On veut parler affaires, puis un peu vulgariser pour les gens qui nous écoutent. Tu as écrit déjà 3 livres sur le sujet de vulgarisation de l'économie. Le premier qui est sorti en 2016, qui était un gros succès. En as-tu vraiment besoin? Ouais. Je l'ai acheté, puis après ça, je me suis dit, je n'avais-tu vraiment besoin? On m'a jamais fait cette blague-là. Non? Des milliers de fois. 200 000 fois, parce que tu en as vendu, je pense, 200 000 copies. Ensuite, tu as fait en 2020 Liberté 45, que tu avais écrit genre 40-41 ans. Maintenant que tu as dépassé le 45, est-ce que ça fait mal? Ou si Non, parce que... Tu est arrivé? Non, c'est parce que j'avais dit, c'est la liberté de dire non. À 45 ans, il faut que tu aies la liberté financière de dire non. Pas d'être retraité, de dire non. OK. Et à 45 ans, j'ai une décision d'affaires à prendre et j'ai dit non. Alors, j'étais content de pouvoir walk the talk. Comme ça, les écrits suivent, les babines suivent les bottines. Exact. En 2022, tu en as écrit un autre sur la facture amoureuse, que j'aurais peut-être écrit la fracture amoureuse, parce que c'est les relations de couple ou les finances quand tu te mets en couple ou quand tu te sépares. Hein, mais il y a une facture qui vient avec ça. Il y a une facture, bien entendu, une facture. Moi, j'ai acheté un livre en ligne, ça s'appelait « Comment arnaquer du monde sur Internet ». Oui. Je ne l'ai jamais reçu. Non. Alors, je vais te poser des questions sur l'économie en général. Au Québec, on dit qu'on a des fois un problème de productivité. Est-ce qu'on fait juste exceller à faire des réunions sur la productivité ou on a vraiment un problème de productivité au Québec? Non, c'est juste qu'on regarde le nombre d'heures travaillées, le PIB produit, on regarde les résultats. Là, je ne sais pas ça que moi, mais en somme, dans les statistiques, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans un monde concurrentiel. On est menacé par l'intelligence artificielle, par la mondialisation, par l'automatisation. Et on est assis peut-être sur des lauriers d'une autre époque où est-ce qu'on s'émancipait comme province, où est-ce qu'on gagnait des droits, Donc, autant au niveau fiscal qu'au niveau de la société, on a de plus en plus de droits, on a de plus en plus de combats qu'on gagne, qu'on négocie, puis c'est correct, c'est une société. Mais en même temps, on est en concurrence avec des frontières qui s'éliminent. Et donc, présentement, on est fiers... Quand tu parles de frontières qui s'éliminent, tu ne parles pas juste Québec, Ontario, le reste du Canada. Non, mais des frontières technologiques, premièrement. Il y a des gens présentement qui travaillent au Canada, mais qui ne sont pas au Canada. Moi, quand j'étais auditeur chez Ernst & Young, ça va faire mal de le dire, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, il y avait quoi? Il y avait des limites technologiques. Mais aujourd'hui, on peut envoyer des dossiers en Inde, faits par un CPA qui est en Inde ou des gens, ou de l'intelligence artificielle qui traite des données, pour on accélère le travail. Donc, la productivité du Québec, elle se frappe à ça, la concurrence mondiale, la concurrence technologique, puis la concurrence aussi culturelle, de dire on veut de plus en plus de choses. Puis dans un bilan comptable, il y a un actif et un passif, puis on veut beaucoup d'actifs de droit, puis on oublie qu'il y a des passifs qui viennent avec, c'est-à-dire l'obligation de produire. Mais je ne veux pas sonner Lucien Bouchard lucide, mais c'était un peu ça le message qu'on a tenté d'envoyer il y a plusieurs décennies puis qui n'a pas fonctionné. Est-ce que collectivement, il y a des choses... Je sais qu'il y a beaucoup de subventions au Québec. Au Canada, il y a beaucoup de programmes. Quand on regarde, il y a même des bottins de subventions. Est-ce que ça affecte notre productivité, dans le fond? En fait, ce qu'on donne des jobs à des gens... À l'époque, on subventionnait la culture, principalement, puis là, on subventionne à peu près tout. C'est-tu notre pétrole, mais avec un peu plus de formulaire? Ou est-ce que ça, on en a trop de ça? C'est une question de perception. Il faut dire, il y a des gens qui travaillent quand même là-dedans. Si on subventionne quelque chose qui ne fonctionne pas tout seul, mais qui est une priorité pour la province ou pour le pays, bien, il y a des gens qui dépensent de l'argent, donc il y a une certaine activité qui est liée à ça, puis il y a des gens qui ont un travail qui est lié à ça. Est-ce que la défense des droits d'une minorité, on subventionne un organisme, mais c'est parce qu'on a un but d'égalité ou d'équité collective. Donc, est-ce que l'égalité et l'équité, on en fait trop? Ça peut être une sous-question, mais il y a parfois des choses qu'on n'est plus capable collectivement de se payer. On le regarde dans l'immobilier. Là. Je vais y aller à l'envers. Je vais même dire, la priorité, c'est une priorité, c'est la santé.
Bien, cette priorité, c'est la santé. Il faudrait aussi regarder sur la prévention. On est beaucoup sur le curatif. Plutôt que le préventif. Plutôt que le préventif, parce que c'est pas spectaculaire, parce qu'on peut pas faire coût-bénéfice, mais c'est compliqué une société. Mais vous avez raison, on est une société très interventionniste, et donc on demande à des gens de payer, hein? Puis on demande à des sociétés de payer, et il y a un effet pervers de ça, c'est la concurrence fiscale. Donc, c'est quoi le sweet spot? Je sais pas. Mais vous avez raison qu'il y a un enjeu de plus on subventionne, plus on demande du capital, plus il faut être productif, plus il faut faire travailler notre monde. Donc, c'est une roue qui tourne. La répartition de la richesse, on a au Québec un petit peu une relation amour-haine avec ça. Je sais que tu as fait Luc, le milliardaire, point d'interrogation. Là, tu en fais un autre, Olivier Primo. Oui. Pas encore milliardaire, point d'interrogation. Ouais, c'est très populaire. Disons qu'il est très populaire. Il y a beaucoup d'influence et monétise exact. Ça. Puis moi, je pourrais faire Zerto, pas encore millionnaire ou à peine. Là, comme entre millionnaire et milliardaire, on a une relation dans le modèle québécois que devenir riche, c'est seulement si personne s'en aperçoit trop. C'est rare qu'on va y aller dans l'ostentatoire comme d'autres personnes des séries que tu as faites. Est-ce que... Tu sais, chez nous, j'ai comme l'impression que quand tu es riche ou que tu es influent ou que tu as un certain pouvoir, c'est presque suspect. Alors qu'aux États-Unis, tu vas faire une conférence TED pour t'en vanter. Là, est-ce que la relation avec la disparité de la richesse, là, des gens qui sont dans le 1 ou 2 de plus fortunés, c'est la solution de les taxer plus ou on devrait passer ça sous le tapis? Ou quelle est ta perception par rapport à ça? Il y a deux sujets là-dedans. Un, l'ostentatoire de la richesse, c'est-à-dire est-ce que, oui ou non, on devrait montrer ou pas la richesse, c'est un choix très personnel. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens qui la montrent ou les communautés qui le montrent davantage, c'est soit culturel ou soit que c'est comme une vengeance sur la vie. C'est-à-dire que les vieux riches, que j'appelle les old money, les familles riches historiquement... Ils sont plus discrètes. Ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont riches, ils vivent dans le monde riche, ils sont dans le système riche, leurs amis sont riches, leur communauté est riche. Donc, c'est plus un combat de combien t'as de millions, combien j'ai de millions, c'est pas ça. Puis ils n'ont pas besoin de mettre une Ferrari ou une Porsche devant la porte. Ils n'ont pas besoin de le montrer. Pas besoin de le montrer, ils le sont. Et c'est l'influence qu'ils ont. C'est une richesse qui se veut d'apparence neutre. Alors que les nouveaux riches qui viennent de nulle part, devenir riches, des fois, était un objectif de se sortir d'un milieu ou de sortir de la précarité puis aller ailleurs. Mais il y a une certaine aisance à en parler parce que là, ils veulent le montrer, ils veulent dire, faites comme moi. Ils se sont valorisés par ça. Mais si les gens ne valorisent pas leur succès... Pourquoi on a un réflexe de suspicion face à ça? Bien, il y a deux choses. Mais si on valorise quelqu'un... Si quelqu'un se valorise par la croissance de sa richesse puis il veut la montrer, c'est très personnel. Ce qu'elle veut, cette personne-là, c'est d'avoir de la reconnaissance. Puis elle ne peut qu'avoir la reconnaissance en le montrant parce que c'est pas obvious qu'elle l'est. Si je rencontre un Bronfman, je sais qu'il est riche. Si je rencontre un Molson, je le sais qu'il est riche. Vous comprenez? Pas besoin de me le dire, pas besoin de me le montrer. Mais si je rencontre un Lalancette qui a parti une business, puis là, il vaut 30 millions, puis là, il se valorise par ça, il faut que ça se monte. Après ça, la taxation, c'est une autre affaire. Non, mais parfois, ils font ça pour vendre montrer qu'ils sont partis de rien. Non, peut-être pas pour vendre rien, mais pour inspirer. Ils vont dire, regarde, on est parti de rien. Je mangeais des croûtes, j'étais sur de BS, ma mère était monoparentale, puis là, aujourd'hui, j'ai une Ferrari devant la porte. Moi, on peut le montrer puis inspirer sans avoir une Ferrari. On peut avoir une Tercel puis avoir la même affaire. Il faut vouloir le montrer, mais ça, c'est un choix très, très personnel. Maintenant, si on va dans l'autre côté, la taxation, l'impôt, le problème, c'est que la fiscalité est complexe. Puis quand on met une règle fiscale, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Donc, par exemple, si on dit, comme Mme Freeland a essayé de faire, monter le taux de gain capital, le taux d'inclusion du gain capital à 2/3 au lieu de 50 donc 66,66 périodique. L'enjeu de ça, c'est que le gain capital, il se gagne de deux façons. Il se gagne de façon spéculative et il se gagne de façon temporelle. Alors, avoir un quintuplex pendant 50 ans, c'est pas de la spéculation. Dans le fond, quand j'achète un triplex... Mais c'est un gain capital pareil. C'est un gain capital pareil. Mais qu'est-ce qu'il y a de caché là-dedans? C'est que tu m'imposes à 50 % Pourquoi? Bien parce que j'ai passé 50 ans à bichonner dedans, puis il y a de l'inflation. Alors, mon 500 000 de gain, je dis 50 000, ça peut être 1 million, 2 millions, ce gain-là, il y a beaucoup d'inflation. Fait que si on ne déflationne pas le calcul, on ne peut pas intégrer 100 %. C'est comme si on venait intégrer taxer le temps. Alors que, par exemple, la spéculation sur des titres boursiers que j'ai achetés hier, que je revends le double en spéculant 3 jours plus tard, ça mérite d'être taxé plus fort d'un point de vue humain. Alors la France, Hollande,
Sarkozy, tous ceux les présidents ont passé de 15 à 25 à 30, à revenir à 25, ils ont descendu à 20 et ont fait un calcul sur l'abattement. C'est qu'eux autres, ils vont dire ton gain capital, si c'est sur 20 ans, tu es taxé à zéro, c'est correct parce que c'est juste le temps de l'inflation. Ils n'ont pas pondéré le coût fiscal. Il y a des nationalités qui n'ont pas pondéré le coût fiscal, c'est-à-dire qu'ils augmentent le coût en fonction de l'inflation. Si on augmente le coût en fonction de l'inflation, on peut me taxer plus parce que le coût va monter, fait que je vais avoir moins de gains. Fait que soit qu'on joue avec le taux, soit qu'on joue avec le calcul. Mais tu vas faire ton calcul comment si d'abord, comme tu dis, tu as l'aspect temporel. Donc, si la partie, tu achètes des actions de la Banque de Montréal qui sont dans un portefeuille où le capital versé moyen va être de temps, mais tu rachètes, tu revends, et ton placement, ton investissement continue sur une période. C'est-tu 2 ans, 4 ans, 7 ans? Est-ce que tu vas faire une règle d'abattement décroissant pour détaxer, désinflationner? Je ne sais pas comment tu dis ça. On pourrait le faire juste sur des actifs qui sont plus faciles, des terrains, des immeubles. On pourrait dire que les placements, c'est d'imposer plus, puis c'est tout, ou d'imposer moins. C'est un choix. La taxation, ce sont des règles, ou l'imposition, ce sont des règles collectives qu'on a acceptées. Là, le problème, c'est qu'on a bâti une société puis fiscalement, là, on est bâti depuis 1972. Avant ça, là, c'était pas la grande complexité d'aujourd'hui. Donc, depuis 1972, la loi de l'impôt est passée de ça à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. T'sais. D'ailleurs, en 71, 72, quand 31 décembre est arrivé puis qu'ils ont instauré le gain capital, qu'il n'y avait pas avant. Il y avait ce qu'il y avait avant puis ce qu'il y avait après. Puis c'était supposé être temporaire. Oui, mais c'est comme l'impôt, c'est supposé être l'impôt de guerre dans les années de guerre. Ouais, bon, c'est comme le secours direct, c'est supposé, puis c'est devenu l'assistance sociale ou l'aide sociale. Et puis après ça, il y a aussi le 100 000, je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans les années 80, le premier 100 000 en plus de gain capital était non imposable. Donc, les gens achetaient des immeubles. En plus, il y avait un 100 000 non imposable. À l'époque, un immeuble, on achetait ça à 90 000. Donc, on a taxé le monde de façon différente. Puis là, c'est comme si on disait à des gens, on change les règles maintenant. Là, il y en a qui disent, ouais, mais je me suis structuré comme ça. Je te donne l'exemple de Mme Freeland, ce qu'elle a essayé de faire. Elle dit, on va imposer plus le gain capital. Jusque-là, on peut en discuter, on peut, bon. Mais, si votre gain capital est dans un Inc., à partir du premier dollar, ça tombe à 2/3. Taux d'inclusion. Mais si vous êtes personnel, vous êtes un couple, vous avez chacun 250 de free ride, que c'est encore à l'ancien taux, 250 000. Mme Freeland, par principe d'intégration, parlait à M. Trudeau, là, on n'est pas supposé avoir un Inc. puis avoir des traitements fiscaux différents d'intégrer que si on c'est personnel. Et donc, étant en train de tricher avec les règles, là, ça ne fonctionnait plus pas en tout. Donc, ça a été un des gros facteurs. Deuxièmement, si j'ai un quintuplex avec une conjointe, puis que là, elle meurt subitement, là, puis je revends mon quintuplex plus tard, mais mon gain en capital, il y a juste une personne, tandis qu'avant son décès, on était 2 personnes avec 250 000 imposables à l'ancien taux. Et donc, c'était tout ça. Là. Quand on veut faire un changement fiscal, il y a des conséquences, puis les conséquences sont grandes. C'est comme taxer le patrimoine, super sur le papier de dire... Là, excuse-moi, dans l'exemple que tu viens de donner, je vais rebondir sur ça. La conjointe, tu as hérité de son 50 % fait que tu es devenu 100 Non, mettons que j'ai un immeuble qui vaut 2 millions. Puis qu'il y a 1 million de gain capital qui est dessus. Quand ma conjointe décède, elle me roule au PBR, elle me roule au coût fiscal son immeuble. Sauf que quand je revends, j'ai un gain capital. Puis là, avant, quand on revendait comme couple, on avait 50-50, puis on avait chacun 250 000 à l'ancien taux. Là, on tombe avec une seule personne avec 250 000, puis l'immeuble vaut encore 2 millions. Donc, tu sais, il y avait plein d'affaires de même. On favorisait les couples plutôt que les gens tout seuls ou séparés. Tu multipliais l'exonération. C'est comme les chillionnaires. C'est ça. On multipliait les avantages fiscaux et on enlevait aux autres qui étaient tout seuls un avantage. Et l'autre point, c'est au niveau de l'impôt. C'est l'impôt sur les richesses. Là. C'est un concept qui se défend à dire le système passé a permis à des gens de s'enrichir de façon disproportionnée à d'autres. Puis là, ça crée des anomalies de marché. Puis là, on a des gens qui deviennent très, très riches rapidement. Donc, il faudrait restabiliser ça pour que il y a moins de tension sociale. Puis les gens très nantis disent « Ben, c'est mon argent, je le mérite. » Mais tout ce système-là de hiérarchie, de royauté capitaliste, disons-là, n'existe que par la société accepte le deal. Le jour où les millions de Canadiens n'acceptent plus le deal, la société de droit s'efface, tous les actifs immobiliers ne sont plus protégés, tous les actifs corporatifs ne sont plus protégés. Donc, j'ai une entreprise, je suis protégé par le droit. J'ai des actifs, je suis protégé par le droit. La police défend mes actifs, défend mes rues, me fournit des actifs. Donc, il y a une certaine protection de ça qui a une valeur pour les gens qui ont des actifs. Maintenant, le problème, c'est l'évaluation. Comment je vais me mettre? Je ne vais pas me mettre à taxer quelqu'un chaque année sur la valeur sur l'entreprise privée. Puis s'il y a pendant 50 ans, on va l'avoir taxé à 1 ou 2 % pendant 50 ans, finalement, je vais avoir taxé toute la valeur de l'entreprise. Tu sais, il y a tout ça qui est... Mais en France, ils ont l'impôt sur la fortune. Ils ont l'impôt sur la fortune, mais encore une fois, quand on compare des pays, il
faut comparer aussi le reste, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un impôt sur le gain en capital de la même façon? Non. L'impôt des particuliers est-il pareil? Non. Tu fais des enfants en France, ça diminue ton impôt personnel, puis il calcule un coût moyen par famille. Puis après ça, l'impôt au décès est différent aussi. Nous autres, au décès, là... Rien. Non, mais je meurs le matin, là, on prend tous les actifs de Pierre-Yves McSween. S'il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas de roulement, puis on réévalue à la juste valeur marchande, puis on paye la facture fiscale du gain en capital latent. Il n'y a pas ça dans d'autres pays où on parle de taxes sur la... ou de contributions sociales. Donc, pour comparer deux pays... Mais si tu prends... Depuis 82, là, on n'a plus d'impôt sur les dons et plus d'impôt sur les successions au Canada. Puis en France, oui, ils en ont. Mais ils ont de la double puis de la triple. Puis finalement, des fois, ils peuvent avoir 100 de taxes au décès. Nous, on n'a pas d'impôt sur les successions. Dans l'exemple que tu donnes, oui, si tu meurs demain matin, tu es présumé avoir disposé de tous tes biens la veille de ton décès à juste valeur marchande. Et ça fait un trigger d'impôt pour toi. Mais celui qui en hérite, il part avec un coût en capital qui est beaucoup plus élevé que ton gain, parce que c'est toi qui as payé tes impôts post-mortem, si on veut. Là. Puis il repart avec un threshold qui est différent. Il y a deux affaires. Parce que si j'ai des actifs immobiliers, pas les actifs boursiers, il faut qu'ils se débarrassent des actifs immobiliers si c'est pas capable des hypothéquer ou de payer l'impôt. Deuxième affaire, c'est quand on parle des impôts, oui, nous, le gain en capital, mais il n'y a pas d'impôt au décès. Ailleurs, il y a un impôt au décès, mais le gain en capital latent, lui, il n'est pas imposé des fois. Donc, tu vois, et d'autres affaires, c'est qu'ailleurs, dans les familles, il y a des roulements qui sont possibles. Comme on passe du patrimoine, puis on le perpétue. Il y a pas avoir un impôt à décès, mais on perpétue le patrimoine des liens de sang. Et par exemple, aux États-Unis, il y a des affaires différentes. Il y a des plus, il y a des moins, mais aux États-Unis, la maison est imposable au-delà d'un certain seuil. Alors qu'au Canada, nous, la maison n'est pas imposable. Tu as une maison de 20 millions à Westmount, à l'abri de l'impôt. Tu as 2 chalets de 200 000. Et tu l'as acheté avec l'argent après impôt aussi. Oui, mais le point, c'est de dire... Moi, mettons, les intérêts ne sont pas déductibles. Il n'y a pas des juridictions que les intérêts sont déductibles. Oui, mais disons j'ai 2 petits condos. Okay, j'ai 2 petits condos. J'en habite un, j'en ai un à... Que tu loues. Que je loue. Non, mais que ça. J'ai un condo. Mettons, j'ai un chalet et un condo. Un chac puis un condo dans un demi-sol dans Schlager. Tu peux choisir laquelle qui est ta résidence principale. Bon. Même là, l'ensemble, ils valent peut-être 800 000. Fait que quand, à mon décès ou à disposition, il y en a un des deux qui va être imposé. T'sais, parce que j'ai juste une résidence principale. Quelqu'un qui a une résidence de 25 millions... Ah, c'est une seule résidence, c'est en dedans de 50 000 pieds carrés ou 53 54 000 pieds carrés. Cette personne-là ne paiera pas d'impôt sur 20 millions, alors que moi, je vais avoir payé l'impôt sur 200 300 000. Fait qu'il y a une iniquité de valeur qui fait en sorte que les familles riches, bien, ils achètent des maisons. C'est comme au centre-ville de Montréal, il y a des immeubles que c'est pas les gens, ils ne vendent pas un immeuble, ils vendent des actions d'un immeuble. Puis, dans le fond, en vendant l'action, là, ils ont un avantage fiscal. Une mutation, ça aussi. Fait que, tu sais, ils sont pas propriétaires d'un condo, ils sont actionnaires d'un immeuble où ils ont un condo qui leur est dédié. Fait que, tu sais, quand tu es plus nanti, il y a des patentes de même qui existent. Mais il y a un avantage imposable de la compagnie sur le condo que tu utilises à tes fins personnelles aussi. Non, mais si tu l'as à des fins personnellement, cette déduction d'action-là, puis dans une société, puis que c'est... Tu veux dire quand tu vends. Quand tu vends, puis là, tu as une exonération de gain capital parce que tu vends un actif d'une entreprise, Inc. Tu as vendu tes actions d'une entreprise, pas ton condo. Fait que tu vois, il y a des affaires de même qui existent au Québec. D'où l'importance de l'éducation en matière financière. Tu as fait un livre pour les enfants. Considères-tu qu'on doit enseigner les finances dès le primaire ou le secondaire aux enfants? Ou c'est trop dangereux que les enfants soient plus lucides que leurs parents? Non, moi, je pense que leur parler de ça, c'est... Comme moi, je suis d'une génération où on a appris à avoir peur. On a appris que les risques... Ben, c'est parce qu'il y a eu tu sais, quand j'étais jeune, là, on a eu des baisses de valeur immobilière. On a eu des crises de chômage, on a eu des vraies récessions, on a eu la guerre du Golfe. Donc, il y a eu de l'inflation dans les années 80. Après ça, dans les années 90, là, ça a été comme la décennie morose. La musique était déprimante. C'était la bonne musique, mais c'était basé, le grunge, sur un peu la déprime, stagnation financière, stagnation de l'immobilier, crise économique, tout ça. Ça a été... J'ai été élevé, comme tous les gens de mon âge, dans un moment d'histoire qui était... ça va moins bien, les taux d'intérêt, bon... Alors, une fois qu'on a vécu ça, il faut apprendre à comprendre ça plus jeune pour qu'une fois que tu deviens adulte, si le contexte économique change, être capable de faire des corrélations ou des liens. Donc, moi, un enfant qui te demande pourquoi tu as une voiture louée, pourquoi ta voiture de papa, maman est plus belle, bien, maman elle a une plus belle voiture parce qu'elle l'a louée. Papa lui a acheté une voiture usagée. Fait que, tu sais, l'expliquer. Ou pourquoi le voisin, il roule en Lamborghini? C'est parce qu'il y a 250 000 de moins sur le chalet. Tu sais, ça s'explique que tout celui où moi, je disais à mes enfants, une voiture de luxe, c'est facile. Là. Tu vas dans le concessionnaire, tu passes au crédit, puis tu pars avec.
Pas toutes, pas une Ferrari. Pourquoi les gens, d'abord, ils vont passer 3 heures à négocier 12 piastres de rabais sur une perceuse, mais ils vont signer une hypothèque de 700 000 en se demandant c'est quoi le paiement par mois. Parce que en 2 minutes. Parce que c'est humain. Fait que la Ferrari, là, c'est 2 000 par mois, bien, il faut qu'il sait qu'il va s'embarquer pour 8 ans à payer 2 000 par mois. Là. Moi, j'ai une chronique économique, OK? Les sujets les plus là, pointilleux, là. Quand Desjardins a changé sa façon d'afficher le solde de carte de crédit. Ah ouais, les points sur les cartes. Les frais minimes sur des affaires. C'est tout le temps de la micro-gestion. Les gens obsèdent sur de la micro-gestion, sur de la gratuité, sur... Tu sais, comme les points de carte de crédit. Tu sais, quand tu t'en vas en voyage avec tes points de carte de crédit, là, dans le fond, c'est que tu as pris le choix de ton remboursement, que tu ne payes pas l'épicerie avec, tu le payes avec un voyage. Mais c'est pas plus rationnel que d'acheter des cartes de Costco et d'être chez Costco. Moi, mes points de carte de crédit, je vais chez Costco. Je me dis pas, j'ai un voyage gratuit ou une première classe gratuite. Je me dis, j'ai 500$ de moins à payer sur mon épicerie. Fait que on fait des mathématiques spéciales. Tu l'as eu, ce 500$-là, tu l'as eu parce que c'est 1 ou 2 de mes dépenses. Que tu dépenses. Je pourrais très bien avoir ce 1 ou 2%-là, dépenser à l'épicerie pour avoir ça de moins dans mon budget de dépenses. Les points de carte de crédit, c'est une invention de l'esprit. Là. C'est qu'on paye tout le système puis on se rembourse après, mais on a payé trop cher toute notre transaction. Si tu avais une baguette magique, tu étais ministre des Finances, là, quelle dépense collective conséquente, là, pas une chose que tu t'éliminerais d'un coup? Quelque chose qui n'a pas de sens que collectivement on dépense. Il y a plusieurs affaires, mais en fait, j'irais plus à l'envers. Je concentrerais mes dépenses sur... Tu sais, je reviendrai à l'essentiel. Je sais que c'est niaiseux, mais le problème, c'est qu'au niveau du ministre des Finances, une fois que vous avez mis un programme en place ou quelque chose en place, le retirer, ça fait un tollé, mais si le monde ne l'avait jamais eu... Je vous donne un exemple. Vous vous souvenez-vous quand Mario Dumont avait dit « Faudrait laisser les parents gérer l'argent, donc au lieu d'offrir des garderies, il avait dit « On devrait leur envoyer un chèque. T'as un enfant, t'envoies un chèque, tu fais ce que tu veux avec. » Tollé national. Des années plus tard, qu'est-ce qu'on a? On a les deux. On a des garderies financées, puis on a un chèque aux parents qui est beaucoup plus gros que dans le temps, puis non imposable en plus. Donc, c'est une question d'époque. Donc, moi, ce que j'éliminerais, c'est tous les crédits inefficaces. T'sais, si vous avez lu le rapport Godbout, un crédit d'impôt de quelques grenouilles pour un pompier volontaire. Si le pompier volontaire, c'est pas à cause d'un crédit d'impôt qui donne une couple de piastres à la fin de l'année. Un crédit d'impôt pour activité des enfants. Si tu dépenses 100$, on va te redonner 20$. Est-ce que ça change l'idée d'inscrire ton enfant ou non? Non, bon. Il y a beaucoup de petits programmes qui coûtent cher à gérer puis qui rapportent peut-être pas l'efficacité. Donc, je n'aurais pas une mesure, mais moi, j'aurais une mesure nouvelle, c'est que si on investit dans des infrastructures, on provisionne à 1% tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y aurait dans le budget une logique de dire faut pas attendre que le pont tombe pour le financer. Je veux dire, ça serait comme des frais de condo. Comme les fonds de prévoyance. C'est ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire ça, fait qu'on le fait pas. On aime mieux faire des nouvelles routes puis des nouvelles affaires, mais... Puis quand on fait des rénovations, bien, on défonce le budget, puis ça prend plus de temps, puis ça coûte plus cher. Moi, bien avec toi, moi, ce serait vraiment sur le fisc que je mettrais de l'effort, parce que au Québec, on construit les fins de semaine. Au Québec, il y a plein de monde qui ont un train de vie de fou, qui déclarent 22 000, 40 000 par année. Les statistiques officielles sur les revenus au Québec sont impressionnamment déformées. Tous les gens incorporés ne déclarent pas personnellement leur revenu total de l'année. Ça reste en compagnie, c'est normal en partie. Tous les gens qui font du travail au noir ne déclarent pas leur revenu. Les gens regardent les statistiques officielles puis ils disent « Ah, mon Dieu, je suis dans tel quintile de revenus. C'est pas pire. » Non, ça, c'est le quintile déclaré. Puis c'est le quintile perso. C'est des gens des corporations. Je pense que les gens les plus riches sont plus riches qu'on pense. On dit qu'on a une couple de milliardaires au Québec, on en a plus qu'on dit. Parce que ça n'est pas tout déclaré comme une déclaration publique parce que c'est des actions cotées en bourse. Là. Quelqu'un qui possède la moitié d'un quartier à Montréal ou une famille qui possède la moitié d'un quartier à Montréal sont riches en maudit. Là. C'est juste que personnellement, c'est pas écrit « il est milliardaire ». Mais en immobilier, ils le sont. Là. En immobilier. Mais mettons, pour le budget ou la consommation des gens, je sais que tu as fait des rénovations. Est-ce que tu arrives dans ton budget? As-tu excédé ton budget? Parce que les routes, là, les infrastructures qu'on a négligées pendant longtemps, à un moment donné, tu es obligé de mettre l'épaule à la roue. Moi, j'ai un immeuble, là, puis tout d'un coup, il y a un mur de briques, qui s'est désancré, puis 175 000, ça va me coûter. C'était pas prévu dans le budget. Là. Sur l'hypothèque l'immeuble, peut-être pas besoin de ça, mais normalement, c'est ça, effectivement, qu'il faudrait faire. Quand on se lance dans des travaux,
Je sais que tu as fait des travaux sur ton immeuble. Est-ce que t'es rentré dans ton budget, toi qui... Non, tout est bossé tout le temps. Impossible. Les coûts Moi, toi qui est cartésien, qui calcule moi, il faut que je sois ton tableau Excel, il y a quelle colonne que tu as dépassé? Moi, il faut que j'engage des entrepreneurs certifiés RBQ, CCQ, tout ça. Le monde ne font pas ça. Là. Moi, je respecte le code de Montréal. Oui, mais quand tu as fait ton budget, Pierre-Yves, tu peux pas faire le budget en construction. C'est 94 $ le décret. Que tu vas avoir un gars qui va te faire ça, le G-Proc, le temps de pieds carrés de G-Proc. En construction, tu te fais toujours, je vais dire le terme, on se fait toujours fourrer. Et tout le temps, il y a un imprévu, il y a une affaire qui arrive, il y a un gars qui se pogne le beigne, il y a une affaire, fait une marge de trop, le sous-traitant de coince, manque de main-d'œuvre. Tu peux pas te faire avoir comme particulier. Il faut que tu sois des deux mains dedans tout le temps. L'autre affaire, c'est que les règles, les lois t'empêchent de mettre les deux mains dedans quand tu as des immeubles à revenus sur certaines affaires. Puis moi, si tu veux dire des affaires que j'enlèverais, tu sais, je te donne un exemple, là. Tu as un petit restaurant, tu commences dans la vie, tu veux te partir dans la vie, tu te loues un local. Tu n'as même pas le droit de le peinturer. Tu n'as pas le droit de peinturer. Je veux dire, c'est quoi le risque? Les parents là, qui ont fait une école, ils ont voulu aller peinturer l'école avant le début de l'année, puis ils se sont fait mettre dehors par la RBQ. Qu'est-ce qu'ils font, les Québécois, quand ils se partent un petit commerce et ils n'ont pas d'argent? Ils mettent du papier dans les vitres, là, puis ils marquent bientôt, verso, bientôt, puis ils placardent les fenêtres. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent par porte en arrière, puis qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils vissent eux autres mêmes, le comptoir, puis ils peinturent eux autres mêmes. Tu sais, à un moment donné, on a perdu le sens d'avoir le droit d'être compétent. Je ne dis pas au monde d'aller refaire le panneau électrique eux autres mêmes, là. Mais disons qu'en dessous de ton lavabo de salle de bain, il faut que tu refasses un pied-trap. Tu sais, faire un pied-trap de lavabo, là, ça prend pas une... Tu sais, il est là, tu vas juste le changer. Il n'y a pas une carte de construction pour être capable de faire ça, là. Poser 3 tuiles de céramique à réparer, faut que tu fasses venir un carreleur. Pour ça, j'ai le droit de le faire moi-même. Ah, je suis dans une business. Tu sais, il faut qu'on puisse faire certaines affaires. Ça sera l'objet d'un prochain podcast, si tu veux, dans l'immobilier, effectivement. Ils ont eu 22 % d'augmentation, il y a de la taxation, les nouvelles normes, le nouveau code de bâtiment qui s'en vient en octobre, qui va être reporté d'un an maintenant, augmente les coûts dramatiquement déjà d'aimant de la construction. Fait que c'est peut-être ceci engendre cela. Là, que si tu me charges ce prix-là, puis à la fin, ça ne concorde pas avec ce que tu m'as vendu, pourquoi tu as le droit de me le charger, le prix? Tu as fait tes heures. Moi aussi, je vais aller en faire des heures. Mais c'est tout croche. Pourquoi je te paye? Fait que des budgets, c'est difficile à respecter. C'est impossible en construction. Moi, si j'ai compris l'affaire, là, if it ain't broken, don't fix it. En immobilier, là, c'est rendu ça. On se demande pourquoi... Mais ça, c'est exactement le contraire de ce que tu dis pour les infrastructures. Oui, mais je parle personnellement. La structure, tu tiens à l'ordre. Moi, j'ai rénové beaucoup de... Moi, j'ai aucun logement dans lequel je n'habiterai pas. Moi, j'ai juste 3 logements. J'ai comme 2 duplex, là. J'habite 1. Là. Et moi, j'ai ce défaut-là de dire que j'étais un mauvais... Mais tu maintiens ta valeur. Non, tu n'es pas un mauvais non, j'étais un mauvais businessman parce que j'en mets bien trop. Je pense pas qu'à long terme, tu vas y gagner. Écoute, je mets un frigidaire qui distribue l'eau pour être sûr que mon locataire, il ne rentre pas un frigidaire de merde qui descende l'eau au premier étage. Donc, j'achète la paix, puis j'achète la tranquillité d'esprit. Mais ça, les gens ne sont pas prêts à payer le prix de ce qu'ils demandent. Fait que tu comprends-tu, au bout du compte, tu ne fais pas d'argent. Tu sais, en bourse, là, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas d'effet de levier, autant, parce que le coût coûte plus cher, mais tu sais, en bourse, tu as la paix. Fait que dans les budgets, là, finalement, une projection de 5 ans, là, tu crois-tu plus à l'horoscope ou tu crois à des projections de 5 ans dans tes tableaux Excel quand tu... À moi, ça? Oui, attends. Je vais te dire une confidence, je fais pas de budget. Tu fais pas de budget, là? C'est pourquoi je fais pas de budget? Parce que je me suis arrangé dans ma vie pour avoir un train de vie, puis un niveau de revenu qui fait en sorte que faire un budget, ça me prend du temps. Et donc, ce que je fais, c'est que je m'arrange pour pas que les coûts fixes augmentent trop. Puis, si ça arrive serré, je coupe des dépenses, puis j'augmente mes revenus. Mais augmenter les revenus, c'est... Toi, tu peux peut-être le faire, mais la moyenne des ours... Bien, la moyenne des ours ne travaille pas 40 heures semaine au Québec. Non, mais mettons, je ne sais pas, un professeur, ça fait, je sais pas, 80 000, mais l'année prochaine, ça va faire 81 500, l'année d'après, 84 000. Là, 2 affaires. Tu ne peux pas faire 300 000 du jour au lendemain. Intéressant. Donc, présentement, un professeur, ça peut faire 100 000. En partant, je te l'apprends peut-être, mais on est rendu là. Deuxième affaire. Le professeur, là, pourquoi lui, il peut se permettre d'avoir 2 mois de vacances l'été puis 1 mois dans le temps des fêtes? Pourquoi il ne va pas travailler si moi je le fais? Alors, tu dis pour augmenter ses revenus. Ben oui, il peut. Ouais. Pourquoi il ne va pas donner du tutorat? Parce qu'il peut aussi, comme les soirs et les fins de semaine, il y a de la demande là-dedans même. Pourquoi le professeur, il ne va pas travailler dans une deuxième job comme moi je fais, ou que d'autres font? T'sais, c'est un choix aussi de travailler en nombre d'heures. Là, les profs vont dire « Ouais, mais on n'est pas payé l'été, on répartit notre paye sur l'année. » Oui, mais on te donne 10 semaines de vacances par année. La moyenne des autres, c'est 3 ou 4. Il t'en reste 6. Si tu veux être égal aux autres, que tu pourrais faire ça. Tu pourrais... Donc, tu vas t'acheter un bloc comme prof.
Tu veux le retaper l'été, là? Ben, tu sais, va travailler dedans. Tu vas être obligé d'engager des gens. Tu as une maison unifamiliale comme prof, tu es riche. Moi, j'ai un duplex. Là, tu es un revenu. Oui, mais justement. Puis tu es centre-ville. Souvent, le prof, il est en banlieue. Non, mais je paye. Il peut être en banlieue, un duplex aussi. Je paye avec quelqu'un qui marche sur la tête, puis j'ai des gens qui sont vraiment. Tu aurais dû prendre le condo en haut. Non, mais c'est parce que j'ai des enfants, avec en bas, c'est plus grand. OK. Fait que, tu sais, le point, c'est. Tu vois, as-tu vraiment besoin? Il y a ça comme idée aussi. On dit souvent, j'ai pas le choix. Beaucoup de monde qui sont en maison unifamiliale au Québec, ils ont fait ce choix-là, c'est correct, là. Puis c'est plus payant sur le gain capital quand tu revends. Mais si tu veux te financer dès le départ, quand tu sors de l'école ou chez tes parents, une maison, avant de passer par condo, duplex, triplex, quintuplex, c'est ton choix. Mais la conséquence, c'est que tu n'as pas d'effet de levier comme les autres. T'as-tu déjà acheté une voiture neuve? Oui. La première... Non, je l'ai louée. En fait, la première, là, j'ai... C'est toujours une erreur d'acheter une voiture neuve? Ou si... En fait, le marché change. Trois affaires. Un, pour te mettre dans la vie, si tu achètes toujours une voiture neuve, là, puis tu loues ça aux 4 ans ou 3 ans, là, tu garages de l'argent dans le feu. Là. Mais le point, regarde bien ça, ma situation actuelle. À part sentir le bon cuir, c'est une erreur. C'est une erreur. Bon, écoute, c'est de l'entretien, tout ça. Mais là, regarde bien ça. Là, il est arrivé un moment de ma vie où... Même si tu la gardes longtemps? Écoute bien ça. Là, on est rendu dans un autre monde. Le monde, c'est qu'on n'achète plus une voiture aujourd'hui. Le monde, entre le 2016 et 2026, le Québec a changé au niveau des voitures de façon exponentielle. Une voiture neuve, ça coûte 50 000 à 60 000 aujourd'hui. À part si tu achètes la Nissan Versa de base à 30 000, mais les autres, là, ils ont vraiment augmenté. Là, c'est entre 40, 35 à 65, 70, là, c'est la majorité des chars au Québec sont là, généralement. Mais regarde bien ça. Moi, j'ai toujours eu des voitures usagées. À un moment donné, je me suis acheté une bonne voiture neuve, usagée, 35 000. C'était une belle voiture à 35 000. Et à un moment donné, moi, je voulais virer à l'électrique. Je me suis mis sur toutes les listes d'attente de voitures. Puis là, ça a pris du temps. Puis la seule compagnie qui m'offrait une voiture, j'ai attendu un an et demi, neuve, tout de suite disponible, électrique, c'était Tesla. C'était Tesla? Ou Nissan m'offrait une traction, une propulsion. Tu sais, pas Nissan... Ioniq 5 m'offrait une propulsion parce qu'il t'envoyait ceux de Californie parce qu'il était prêt à les vendre, mais les tractions, on les avait pas, ou les 4 roues motrices. Bon. Moi, je voulais avoir une traction intégrale, puis je voulais avoir électrique, puis je voulais avoir de la fiabilité. Là, il y a plein de voitures électriques qui ont des problèmes. Là. ID4, là, puis Audi électrique, là, c'est un paquet de troubles, ça a l'air présentement. Mais moi, j'ai eu un Y, okay? Donc une voiture de 65 000 $. Je l'ai louée. Mais là, moi, je suis dans un loophole incroyable. Je vais te parler dans 2 ans. Là, présentement, ma voiture, depuis hier, ne me coûte plus rien à recharger. Ça me coûte rien. Mais tu payes l'électricité? Non. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas, mais moi, j'avais posé une borne intelligente au début, la compagnie Wallbox. Donc, j'ai une Wallbox au mur chez nous, qui, elle, calcule toutes mes données de recharge. Alors, la compagnie Wallbox peut vendre au crédit carbone, aux grands pollueurs du Canada. Vous polluez, vous devez acheter des crédits carbone. Nous, on est une entreprise qui fournit une diminution des émissions de carbone parce qu'on a des bornes électriques. Donc, on peut calculer. Et donc, il y a des gens au Québec, présentement, comme moi, je suis payé au total aujourd'hui, là, 13 cents du kilowattheure pour recharger mon auto. Les payer? Oui. Parce qu'il y a un grand pollueur qui subventionne ta recharge, dans le fond. Il y a un grand pollueur qui n'est pas capable de baisser ses émissions, qui achète des crédits carbone. Les crédits carbone sont achetés à des compagnies qui n'émettent pas, des bornes de recharge, qui, elles, par l'entremise, me refinancent. Eux disent, tu ne rempliras pas à paperasse, tu ne feras pas ça, tu ne peux pas t'inscrire. Mais nous, on peut s'inscrire, puis on va calculer, puis on va te redonner 13 cents du kilowattheure. Donc, je reçois 13 cents du kilowattheure. Et Hydro-Québec me coûte quoi? 10-11 cents du kilowattheure en moyenne avec les gros tarifs, plus taxes, donc 13 cents. Donc, au net, ça ne me coûte plus rien. C'est pas fini. Ça, c'est présentement. Là, j'ai l'ancien modèle de Tesla que je n'ai que loué. Puis pourquoi je l'ai loué? Parce que j'attends d'avoir le modèle bidirectionnel. Le modèle bidirectionnel va devenir une batterie. Et qui recule aussi? Non, qui va envoyer l'énergie à la maison. Donc, tu te mets un onduleur, tu te mets des panneaux solaires si tu veux, ou tu te mets une batterie ou peu importe, mais tu peux te mettre un char devant ta maison qui va nourrir ton panneau. Là, Hydro-Québec nous prépare tranquillement avec M. Fitzgibbon à l'époque, puis là, on est rendu ailleurs. On va avoir une tarification dynamique. Imagine que ma Tesla en avant de chez nous, c'est une batterie de maison, puis que dans la haute période de pointe, je l'ai rechargée à faible coût, puis dans la période de pointe, j'envoie mon électricité au panneau, puis que ma maison elle baisse dans le coût électrique, pendant que tout le monde paye plus cher parce qu'il consomme dans les périodes de pointe. Après ça, n'oublie pas que j'ai un crédit carbone pour... Mais il va falloir que tu consommes.
ce que ta batterie de voiture va fournir, même si elle te paye, je comprends que tu peux programmer ton lave-vaisselle la nuit, mais à un moment donné, tu vas la reconsommer. Oui, mais l'avantage, c'est que dans le jour, dans la période de pointe, mettons, là, à 6 heures le soir, moi, c'est mon char qui va embarquer sur le panneau secondaire. Et attends, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on vient de dire tantôt? Que j'ai été payé pour recharger ma voiture grâce au crédit carbone. Puis ma batterie de maison, c'est ma voiture. Donc, je vais recharger beaucoup plus souvent ma voiture. Je vais être payé pour recharger ma voiture dans les périodes où ça coûte pas cher. Puis je vais uploader ça automatiquement. Tout ça, je vais gérer automatiquement par un ordinateur. Là. Ça, c'est le Québec dans 10 minutes. C'est juste que présentement, ça coûte cher à installer tout ça, mais ça va s'en venir. Les panneaux solaires baissent en prix, tout ça. Donc, il y a une planification maintenant de plus de voitures. Fait que là, quand tu me parles de voitures usagées, là, je vous parle de... Ça vous prend un char économiquement, là, l'amortissement du coût d'installation de ces bornes-là, etc., La borne, elle coûte pas cher. Moi, ma borne, elle m'a coûté 800-900$. Puis on était subventionné de 600. Fait qu'elle m'a coûté 200-300$. Fait qu'elle est déjà payée. Mais ce que je te dirais, c'est que les nouvelles, même les gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'auront pas de subvention pour leur borne, ces entreprises-là de bornes électriques, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous disent « OK, on va te donner la borne, elle va être à nous, elle va être chez vous, tu vas recharger ton char, puis on va te donner 300 du kilowattheure. Puis quand tu vas avoir atteint le remboursement de ta borne, on va te donner 8, 9, 10. Plus cher, OK. C'est futur. Fait que là, l'auto, c'est plus une auto. C'est un actif énergétique. Donc, quand tu me dis... C'est plus une dépense, c'est un investissement. Ben non, mais c'est plus que pas un investissement, mais c'est un calcul qui est holistique. Donc, présentement, la Tesla... Tu fais vraiment ça, ce calcul-là, à chaque dépense, chaque revenu? Non, mais je calcule. Dans le micro, tu disais que tu n'avais même pas le temps de faire de budget. Si je te donne 100$, là, est-ce que tu l'investis? Tu le flobes ou tu me juges? Bien, si tu me donnes 100$, je trouve que c'est non matériel. Première chose. Okay. Je m'en fous. Non, mais 5 cents, 6 cents, ce que je veux dire, c'est que tant de kilowattheures pour ton char. Le cash flow, le budget, là, c'est quand il faut que tu respectes un budget, c'est parce que tu as un objectif. Moi, c'est à l'envers. Non, mais quand c'est pas nécessairement parce que tu as un objectif, mais c'est peut-être parce que tu as... Non, mais il faut que tu balances. Ouais, parce que... Non, mais il faut que tu balances ou tu as un objectif d'épargne ou d'investissement. Soit que tu n'as pas les moyens, donc il faut que tu aies un objectif d'arriver. Okay, moi, je vais à l'envers. Je dis, j'ai mon objectif d'investir, mettons, 50 000 par année, 20 000 par année, 10 000 par année. Ça marche. Puis mes cash flow balancent. Ça veut dire que je suis correct. Dans le fond, moi, le budget, c'est un pèse-personne. Je m'en resserre de l'outil juste si je bosse la balance. Mais je dépense beaucoup parce que je gagne beaucoup maintenant. Alors, le point, c'est tout le temps, as-tu vraiment besoin? Je le dis en plus dans le livre. C'est dépense quand tu as les moyens. Dans Liberté 45, je dis, c'est à 40-45 ans que tu gagnes ton droit de dépenser. J'ai 46. J'ai gagné mon droit de dépenser. Et là, tu dois, là. Parce que de 20 à 40 ans... As-tu fêté ça quelque part? Non, mais je le fête quotidiennement. De 20 à 40 ans... Parce que tu as le droit de dire non maintenant. Oui, mais de 20 à 40 ans, ce qui arrive, c'est que la valeur, ton coût de renonciation est énorme. Fait qu'en 20 ans, ton coût de renonciation. C'est-à-dire que tu dépenses une pièce, ça vaut une fortune quand tu es vieux. Mais vous, là, si mettons, toi, excuse-moi, tu t'achètes un char cash de 50 000, là, tu le prends dans ton CELI, tu payes 50 $, cash, là, 50 000 cash, tu n'as pas de coût de financement, puis il te reste moins d'années à vivre. Puis, donc, le coût de renonciation est petit, puis le rendement en bourse, il est plus faible que quand tu as 20 ans parce que tu ne prends pas le même genre de niveau de risque au global. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai rien en bourse, j'ai pas de CELI, puis j'ai pas de... Bon. Puis mon char... vos actifs sont ailleurs. J'achète des chars usagés, puis j'ai payé comptant. Mais vous avez des actifs ailleurs. Des actifs ailleurs. Bon, le point est suivant, c'est que la personne de 20 ans qui sort de l'école, qui s'achète le même char que son père parce qu'il a le même salaire annuel, n'a pas compris. On perd à la même place. Fait que le coût de renonciation est énorme. J'ai fait un tableau de calcul. À 40-45 ans, tu commences à tomber dans un équivalent de 2 $, de 60 ans, 65 ans, mais à 20 ans, tu es l'équivalent de 7 8 Fait que là, tu es vraiment ailleurs avec un rendement composé de 5 Fait que moi, c'est avant 40 ans, si tu te pètes la face, tu viens juste hypothéquer le restant de ta vie. Et puis, je suis encore jeune, mais je suis vieux. As-tu des affaires que tu as achetées sur un coup de tête? Oui, un duplex. OK, mais c'est pas négligeable. J'ai fait bâtir un chalet sur un coup de tête. Quand même. C'est même pas négligeable avec les coûts de construction. Ça aussi, ça dépasse. J'en ai fait faire un, moi, puis ça a dépassé les budgets. Les voitures, d'habitude, je les achète sur un coup de tête. C'est-à-dire que je sais ce que je veux, puis de donné, j'y vais. Fait que j'étais acheté la voiture usagée chez... c'était la voiture usagée que j'ai achetée la dernière. J'étais allé au concessionnaire. Je savais que ça coûtait 35-40 000. C'était une belle voiture. Là, je suis arrivé là, puis là, je dis au gars, j'ai vu dans votre inventaire qu'il y a cette voiture-là. Tu sais. Je la veux. Tu sais. Le gars, il me dit, j'aimerais ça la voir. Tu sais. Moi, il me regarde, le kid, là. Mais jeans. Pourquoi il était réticent? Un kid d'un T-shirt, là. J'avais l'air d'un weareux, d'un mercredi matin. Je débarque dans le West Island, je m'en vais là, il sait pas, je suis qui, whatever. J'ai ma casquette de la police, en plus, sur la tête. Là, il arrive, finalement, elle est là, on pourrait regarder ça, mais elle est en train de se faire un choix empoigné, mais je l'achète. Là, il me regarde. Ben, vous l'achetez. Là, il se demande, c'est quoi ton financement? Il me dit, c'est quoi votre financement? Puis, juste parce qu'il m'avait jugé, tu vois, ça, c'est une erreur. J'aurais dû le financer parce que ça aurait été plus intelligent.
Sinon, je vais l'acheter comptant. Là, il me regarde. Acheter comptant avec quel argent? Ça me prend... Mais je l'ai pourquoi tu me juges? Tu sais pas faire une banque. Fait que je l'ai acheté comptant, mais j'aurais pas dû l'acheter comptant. Fiscalement, j'aurais dû faire autre chose. J'aurais dû m'en louer une neuve, en tout cas, à l'époque. Là. Fait que maintenant, finalement, t'as acheté ça, c'est un coup de... Peut-être, je l'avais fait, mais je l'ai financé. Mais t'as pas fait un Excel dans ta tête, là. Non. Mais non, je suis pas de même. Les gens, ils mélangent tout, là. Moi, je dis juste, placez-vous dans la vie avant de dépenser. Je me suis placé dans la vie avant de dépenser. C'est tout, mais je vais au restaurant, je débrûle de l'argent. C'est pas grave, c'est de l'argent que j'ai. Mais j'épargne chaque année, par exemple. Mais là, je suis rendu à un moment de ma vie où que là, si j'épargne, ça vaut plus la peine comme avant. Si j'épargne 10 000, quand tu épargnes 10 000 quand tu as 20 ans, c'est tout. Ça vaut plus la peine par rapport au plaisir que... Non, la valeur totale, ça veut dire que... la valeur. Je te donne un exemple. Juste en chiffre absolu. Si je te dis, serre-toi la ceinture pour épargner 10 000 à 20 ans, c'est tout ton capital. Si je te dis à 45-50 ans, serre-toi la ceinture pour épargner 10 000, ça se peut que ton argent passé, avec 1 % de variation de bourse, fasse plus d'argent que ça. Fait que tu te dis, mon Dieu... Si tu entends quelqu'un qui dit... Je me serre la ceinture, 5 000 $, puis je m'achète un barbecue, un voyage, une belle montre. Est-ce que tu te sens psychologue pour aller le voir ou tu te sens fonctionnaire de Revenu Québec? Ou comment tu... Moi, je me sens juste que s'il n'y a pas d'autre argent, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour eux autres parce que je sais le coût. Mais si, tu sais, comme là, les coûts de la vie augmentent, le pétrole augmente, tout augmente, les gens, ils se plaignent de plein d'affaires. Mais si tu regardes leur pedigree passé... Ils ont vécu le tête tout le temps. J'en connais des gens de mon âge. En fait, à 45 ans, c'est là que tu rencontres des gens de ton âge qui disent « Ah, j'aurais donc dû faire ça, effectivement, t'as raison. Je t'ai niaisé pendant 10 ans, mais là, je te niaise plus. » Et aujourd'hui, tu dirais-tu que pour ceux qui ne sont pas rendus, mettons, à ton threshold de 45 ans, l'épargne à tout prix, ton top conseil là, que personne n'aime entendre parce qu'ils trouvent ça plate, c'est de leur dire « Investis dans un REER, dans ces liables, des affaires comme ça. » Je te dirais « Investis, point. » Investis-toi, puis investis dans n'importe quoi. Puis il faut que ce soit matériel assez pour que ce soit un objectif tough. C'est-à-dire que si tu l'investis dans ta carrière, c'est aller à l'école, va à l'école. Si c'est ton 20 000 $, c'est de le mettre dans un immeuble, mets-le dans un immeuble. Si tu veux te partir une business, pars-toi une business. Mais il faut que tu vives de l'usufruit un jour. Donc, à mon âge, il faut que tu te demandes, est-ce que ça vaut encore la peine d'épargner? Ouais. D'épargner. Moi, je me pose la question cette semaine. J'ai 46 ans. Je vais mourir. Il faut que je défiscalise tout ce que j'ai parce que je suis très fiscalisé. Ça veut dire que c'est des affaires qu'il faut que je les impose en les tirant. Il faut que tu vendes un immeuble, il faut que tu vendes derrière. Bon. Fait que je me suis dit, je suis prêt aussi à faire le choix de vraiment relaxer au niveau de la vie, prendre des années relax, puis juste travailler pour couvrir les dépenses de tout ça, vendre un actif ou deux, puis dire, ça va être correct. Parce que quand tu es en bas de 45 ans, tu t'endettes, là, mais après 45 ans, non, moi, tu veux juste nettoyer ton hypothèque. Je suis très endetté. Parce que j'ai 3 immeubles. C'est parce que tu as des actifs, exact. Mais je suis très endetté parce que mon ratio d'endettement est élevé pour ce que je juge. Mais en même temps, si je vends 3 actifs... C'est quoi un ratio d'endettement élevé? Bien, je te donne une idée, là. Mes immeubles sont endettés à un fort pourcentage. Parce que tu as fait des rénovations. Parce que je fais des rénos, parce que j'en ai acheté un autre, parce que je me suis séparé. Quand tu te sépares... Tu t'es servi du levier de financement pour en acheter un autre. Fait que dans le fond, j'ai deux immeubles. Ça, c'est un investissement, c'est pas oui, puis non, parce que regarde, je vis dans... Mettons, là, tu as 3 immeubles. Un chalet, 2 duplex. Ils sont hypothéqués. Ils te cachent tout à chaque mois qui sort. Les loyers ne couvrent pas les patentes parce qu'ils sont dans le monde d'aujourd'hui. Puis temporairement. Chalet, je ne peux pas le louer parce que si je loue mon chalet à du monde, qu'est-ce qui parle? Il devient un actif à revenu. Ah, pas que ça, non, c'est plus que les gens. J'ai couché dans le lit avec Swain. C'est comme ça vient sur Internet. Tu n'as pas le choix. Là, puis aussi, il faut que tu aies les droits, il faut que ça vaille la peine. Ça fait que moi, je préfère travailler plus puis d'assumer le coût de cette dette-là. C'est sûr que ça m'a fait mal parce que tout mon levier, moi, je l'ai augmenté, puis là, demander la COVID est arrivée, les taux ont monté, puis j'étais variable partout. Mais ce que je te dirais, c'est que mon taux, si tu prends l'ensemble de mes actifs, immobilier, en bourse, placement privé, tu fais tout ça ensemble, puis tu regardes l'endettement, je suis à un ratio d'à peu près 33 %. Mais si tu prends l'immobilier tout seul, là, le ratio explose. OK, mais overall, c'est... Overall, c'est correct. Si je vends tout, je suis millionnaire quand même, tu sais, au net. Mais considères-tu quand toute ta vie, tu as comme calculé ou budgété, quelle différence qu'il y a entre être responsable financièrement, puis faire tous ces calculs-là ou ces prévisions-là, puis être cheap à un moment donné, tu sais? Être cheap, j'ai jamais été cheap, fait que je sais pas c'est quoi. À quel chiffre un café latte te donne de l'urticaire, mettons? Moi, je paye les... Est-ce que tu considères que... Je sais pas, moi, c'est... Je me paye 2 cafés latte au restaurant chaque jour. À 5, 6, 7, 8 piastres, là.
parce que c'est non matériel dans mon budget. Mais à 20 ans, je n'allais pas au restaurant, tant que ça, là. Tu comprends? Là, je vais aller avec ma blonde au restaurant, ça coûte 300 quelques piastres. Je vais le payer, pas de problème. On va y aller aujourd'hui, puis on va y retourner demain, si tu veux. Mais... Faut que je travaille plus. Moi, je n'ai qu'une règle. Est-ce que mon patrimoine augmente ou diminue? Si ton patrimoine diminue une année... Non, mais cash flow-wise, où tu parles... Non, parce que ton patrimoine, ton immeuble, il prend de la valeur. Oui, mais... Mais tu ne l'as pas en liquidité dans tes poches. Puis tu n'as pas le facteur impôt parce que tu ne l'as pas disposé, tu ne l'as pas vendu. Non, mais regarde, mettons, un placement boursier. Moi, ce que je fais, j'évalue mon patrimoine défensivement. Mettons, mon duplex, mettons, ils me disent « Ah, tu peux le vendre à 1,2 million. » Moi, je le mets à 1,1 million. Mes actifs boursiers sont mark-to-market. Fait que là, quand Donald Trump est arrivé avec sa folie là, de tarifs puis tout ça, là, mais mon actif net a baissé temporairement. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est faut que je continue d'épargner puis il faut que mon patrimoine augmente. Donc, si quelqu'un me dit j'ai un gros train de vie, mais mon patrimoine se bâtit puis il est à la hauteur de subvenir à mes besoins, t'es on target. Mais si t'es riche puis t'arrives pas, t'es pas cheap, t'es insouciant. Des médecins qui n'ont pas une scène à 40 ans, voyons donc, Caroline. Tu sais, il y en a plein, là, tu sais, qui vivent une nestique de train de vie, puis finalement, là, je pourrais arrêter d'épargner, puis ils ne me rattraperont jamais. Mais pourquoi? Parce que les autres, là, ils n'ont pas de dépenses. Puis ils n'ont pas beaucoup de dépenses, là, en tout cas, parce que les bureaux, les revenus sont fournis par le gouvernement. Regarde, on va donner un exemple. Qu'est-ce qui te rend le plus allergique, là, des phrases comme 12 paiements faciles, 12 mois sans intérêt, on paye les taxes, ou je vais passer ça dans la compagnie, ou des affaires que tu sais que c'était chronique d'un problème annoncé. Là. Un médecin qui arrive à 40 ans qui n'a pas d'argent, ça t'apparaît complètement insensé. Là. Non, mais c'est un problème de société parce qu'il va falloir souvenir c'est un problème de société. Oui, parce que si tous les gens... C'est pas de la faute du médecin un peu? Non, mais je veux dire, on a un problème futur. Tous les gens qui arrivent pas, on peut bien dire que c'est pas notre problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir les aider. Là, je parle du médecin, mais je parle de tout le monde. Il y a du monde. Il y a à peu près 30 % de la population, de toute façon, ils ne peuvent pas se bâtir un patrimoine. Ils vont survivre. Puis ça, je le comprends. C'est ceux qui ont la capacité. C'est tout ça qu'ils disent, là, qui sont comme dans la COVID, ou je sais pas, qui sont bons pour 2 payes ou une paye seulement. Là, ils n'ont pas le cash flow. C'est même pas une question d'une paye, 2 payes, dans le sens qu'il y en a qui sont bons une paye, 2 payes, mais ils ont des actifs, puis c'est juste parce que c'est maintenant le train de vie qui est tough. Mais il y en a qui n'ont pas d'actifs. Tu sais, si tu as un REER, puis tu vis d'une paye à l'autre, c'est pas grave, tu as un REER, c'est un régime de retraite de ton employeur, même chose, tu as une maison, c'est la même affaire. C'est que les gens qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires, qui n'ont pas les moyens d'épargner, puis que leur retraite, ça veut dire quoi? C'est RRQ, sécurité de vieillesse. Si t'es RRQ, sécurité de vieillesse, t'es pas bien nanti, on va se dire. Donc, moi, la phrase qui me fait le plus mal, qui me gosse le plus, c'est « Tu peux mourir demain. » Ben oui, je peux mourir demain. À quoi ça va te donner d'avoir fait tout ça? J'ai 2 enfants qui ne crèveront pas de faim. Tu sais, ceux qui flobent au-dessus de leur moyen en se disant « Je le mérite. » Tu peux pas y aller un cancer. Ils ont toutes raison. Mais moi, je suis pas brimé de ça. Je suis pas brimé. Donc, dans le fond, est-ce que ça t'empêche pas, subliminalement parlant, en fait, tu te prives de rien, finalement? Ben oui, je me prive de quoi? Parce que quand j'y pense, là, je regarde ça, ma famille, tout ça, moi, je m'achète rarement quelque chose juste pour moi. Quelle est la dépense la plus irrationnelle que tu as faite? Un chalet, c'est pas rationnel. Un chalet, c'est de la folie, une deuxième maison. Un chalet, c'est cave. Un chalet, c'est vraiment cave. Je le sais. Et je me dis, le jour où ça ne marche pas, je le vends. Et pourquoi tu as fait ça? Parce que, il y a 2 affaires. Encore, quand tu parles que je pense tout le temps, il y a 2 affaires. Mais là, c'est philosophique, là. C'est plus, plus matériel. Mes enfants, ils sont jeunes avec moi, pas pendant... C'est pas à 62 ans qu'ils vont venir chez nous toutes les fins de semaine. Après ça, diversification de risques. C'est-à-dire que la ville, la nature, avec la COVID, ça, je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Je ne sais plus que la technologie, je suis mieux d'être loin de tout ou proche de tout. Le contact avec la nature, je l'avais perdu, je voulais le retrouver. Donc, c'est des choses qui sont intemporelles. Ça te donne des options aussi. Me baigner dans un lac. Puis ça me fait aussi comme... Je me paye pas, moi, un Airbnb, je me paye je m'envoie mon chat. Donc, mais c'est complètement irrationnel. C'est des milliers de dollars par mois que je dédie à une maison. Mais c'est parce que tu considères que c'est pas rationnel ta qualité de vie, de te baigner dans un lac, d'avoir tes enfants toutes les fins de semaine, alors que ça l'est. Oui, mais je peux y aller à l'envers. C'est pas irrationnel, ça. Je pourrais travailler beaucoup moins, puis me payer un hôtel de temps en temps ou un chalet de temps en temps loué. Il y aurait moins de dépenses. Mais t'es pas chez vous, là, tu sais. T'es pas chez vous. T'es Airbnb, tu débarques. Mais il y en a qui font le tour du monde toutes les années, qui sont influenceurs, puis ils sont jamais chez eux, puis ils sont bien heureux. Là. Ils possèdent rien, mais ils voient tout. Ça va être l'objet d'un autre podcast. Oui. Écoute, je ne veux pas prendre plus de ton temps. On a fait le tour, je pense, de mes petites questions. Écoute... T'as-tu un bon deal immobilier pour moi là, que je pourrais investir? Là?
Je sais que tu connais des gens qui ont réussi en immobilier, tout d'un coup, que j'en aurais un bon qui m'intéresserait. J'en connais quelques-uns, effectivement, mais j'y regarde, je vois tout passer, évidemment, là, depuis 45 ans que je suis dans le créneau. Moi, j'en ai une question pour toi, justement. Oui, vas-y. Tu sais, le monde dit souvent, lui, t'es chanceux, il a permis d'acheter ça. Y a-t-il un moment donné... Zéro chance, dans mon cas. Y a-t-il un moment donné que tu t'es dit, j'achète ça, puis c'est un no-brainer, ou à chaque fois, tu te dis, j'ai toujours... D'abord... Il n'y en a jamais de no-brainer. Quand on le fait, c'est jamais sûr. Ça semble toujours facile. Ça sort toujours facile a posteriori, encore plus, là, mais même... Moi, j'ai un indice en immobilier. Quand les médecins, les dentistes, les gens qui font pas ça dans la vie, commencent à embarquer là-dedans, c'est déjà 2 ans. Le wake-up call, il aurait dû être déjà donné 2 ans. C'est des gens qui ne connaissent pas ça parce qu'ils voient... Tu sais, les placements boursiers, les cycles de Kandeliève, ils suivent de 7 ans, puis ils décalent. Les gens qui lâchent les certificats de dépôt, les obligations, la bourse, ces affaires-là, puis qui s'en vont dans le refuge immobilier, on sait que la bourse, à long terme, c'est peut-être plus payant. Moi, j'ai pas le contrôle sur ça. J'aime pas ce véhicule-là parce que il y a des transactions d'initiés, parce que j'aime avoir... Alors, depuis jour 1, j'ai toujours investi que dans l'immobilier. Brick and mortar, là, je voulais avoir le contrôle sur mes affaires, puis ça me protégeait contre l'inflation, parce que si j'ai 20 000 en certificat de dépôt à la banque, je peux m'acheter une Honda Civic quand j'étais jeune, là, pour 20 000 $. Aujourd'hui, je pourrais acheter juste les 4 pneus d'une Honda Civic avec ce même 20 000 $-là qui s'est dévalué avec le temps, le PPP, le Purchasing Parity Power, alors que mon immeuble, sans que je fasse rien, il prend de la valeur. Alors, j'ai toujours cru qu'à ça. Et quand je voyais les gens qui se lançaient dans l'immobilier, et là, ça fait l'objet de masterclass sur mon site web, mais ils visualisaient pas que c'est pas juste, hey, on a fait un actif, on collecte des loyers. C'est un actif actif. Hey, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu gères ça, il y a des risques, il y a du financement, il y a du zonage, il y a des voisins, il y a des servitudes. Il y a des périodes. Très... Il y a des périodes payantes et des périodes de marge. Faut que tu gardes. Ouais. Tu gardes à long terme. Si tu flippes, tu payes des mutations, tu payes des frais de notaire, tu payes du financement. Tu perds, c'est sûr que tu perds. Moi, j'achète pour garder. Et j'ai fait ça pendant 40 ans. Mais ça, je dis aux gens souvent aussi, quand ils achètent une maison, tu sais, des fois, ils disent « Ah, ma maison a pris de la valeur, je la vends après un autre. » Bien, c'est une maison que tu habites, tu veux dire. Oui. Là, tu as l'exonération du gain capital. Non, même là. Principale. Fait que ça peut être intéressant, mais ça, c'est des flippeux. C'est des gens qui font ça 2-3 ans, puis ils déménagent, puis des 2-3 ans. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une affaire qui sous-estime. Quand tu achètes une maison de 200 000, puis que c'est juste celle-là que tu as toute ta vie, tu as fixé ton coût d'endettement une fois dans ta vie, la valeur une fois dans ta vie, puis si tu déménages, là, tu vas toujours rénover, tu vas toujours changer des affaires, tu vas toujours la mettre à ton goût. Celle que tu as achetée, que tu l'as mis à ton goût une fois, là, tu vas te dire, hey, je vais aller la cuisine, elle faisait mon affaire il y a 10 ans, mais là, je suis rendu à la mode, là, je la scrape, elle est encore bonne. Non. Alors, c'est pour ça que les vieux de mon grand-mon peut-être on dit, ça, c'était un vieux, évidemment, il va faire depuis 50 ans. Si on avait le même comportement qu'eux, on achèterait quelque chose qui fait notre affaire. On l'entretiendrait toute notre vie. Puis une fois qu'on aurait arrangé la brique, elle est arrangée pour la vie. Une fois qu'on a arrangé la plomberie, elle est arrangée pour la vie. Une fois qu'on a arrangé les fondations, elles sont pour la vie. Le toit est là. Le reste, c'est la saveur du mot, là. C'est la couleur, la mode. Fait que moi, c'est la seule affaire que j'ai faite dans ma vie, c'est chez nous, c'est pas en mode. C'est pas désuet. C'est pas teinté d'une époque. C'est correct. C'est correct. Personne ne rentre chez nous, wow! Puis personne ne rentre là, wesh! Mais ils disent, comment ça fait que ton miroir est tombé dans la salle de bain qui n'est pas réparé encore? Ça fait 7 ans qu'il est cassé, puis je suis pas vaniteux. Quand tu casses un miroir, ça porte 7 ans de malheur. C'est ça, puis je dis... Les voilà, les 7 ans, c'est l'heure de le changer. Je ne suis pas vaniteux, mais j'ai une vanité de salle de bain. Voilà. Bon. Alors, écoute, c'est ça. Moi, perso, là, ta question, c'était quoi déjà? La question, c'est quoi? Des bons deals. Y a-tu un moment que tu t'es dit, y a-tu un bon deal? Non. Non. En fait, j'ai commencé... à l'université, j'ai acheté un quadruplex, 187 000 $, dans le projet 20 000 logements. Puis, j'avais pas une scène. Je devais de l'argent à ses prêts et bourses. J'avais un char rouillé. Mais qui a accepté de financer ça? Écoute, la CIBC. Merci, CIBC, m'avoir fait confiance dans le temps. Je n'étais même pas avocat, rien. Là. Je veux dire, j'étais étudiant. Puis, j'étais arrivé au banquier, puis j'ai dit au banquier... ça coûte 187 000, il faut que je mette 50 000 de cash, puis j'ai 130 000 d'hypothèque à peu près, là, 180 plus les frais. Fait que j'ai dit, il faut que je mette un 50 000 de cash. Fait que j'ai dit, peux-tu avoir un prêt personnel de 50 000? Fait qu'il dit, as-tu des garanties? Non. As-tu des actifs? Non. Un char rouillé il vaut 500, puis je dois 3 000 dessus. Tu sais, c'était comme tout négatif. Fait qu'il dit, ouais, mais tu n'as pas de background. Moi, mon background est en avant de moi.
Puis le gars, il a trouvé ça drôle, puis il a dit, OK, mais c'est quoi? Parce qu'il dit, je vais avoir une carrière, puis je vais faire de l'argent, puis je vais vous rembourser. Mon grand-père est un banquier, puis je suis un gars d'honneur, puis je vous jure, je vais vous rembourser. Pour un banquier, dans le temps, aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Ça, c'était en quelle année, ça? 1981. En 81, parce qu'aujourd'hui, le banquier, il vous rentre dans le système, puis c'est fini, c'est un nom. En 1981, septembre 81, le prime rate était à 22,75. Les hypothèques étaient à 23, 24. Puis il y avait Corvée Habitation, il y avait des rabais de taux de 3 ton prêt personnel devait être à 25? Le prêt était à... L'hypothèque était à 19,5. Puis je me pétais les bretelles parce que les taux étaient à 23, 24. Puis mon prêt était à 20 %. Puis lui, il n'est pas amorti sur 25 ans, il était amorti sur 5 ans. Fait que là, les paiements me rentraient comme 1200-1500$ par mois pendant 5 ans. Je ne me rappelle plus le chiffre, là, mais c'était assez cher. Et je l'ai remboursé au bout de 5 ans en m'égorgeant. Un peu comme ton cash flow négatif actuellement pour ton triplex, là, que tu vas finir par rattraper parce que tu as fait des rénovations puis que tu as recrinqué ton hypothèque. Non, tu ne le vends pas, c'est pas une bonne idée. Mais alors, au final, au bout de 5 ans, j'avais fini de rembourser mon 50. Fait que je devais 120, 115, 120 d'hypothèque à CIBC. Et mon immeuble, je l'ai revendu 280 000. Fait que j'ai fait comme 200 000 de gains en capital. Je comprends que 50 % est imposable, puis ça m'a coûté une couple de mille, mais je me suis ramassé avec l'épargne forcée que je me suis astreint pendant 5 ans à rembourser à mon banquier qui me fait confiance. Puis avec ce 100 quelques mille-là, je n'ai racheté un autre. Puis ça a commencé comme ça. Je me suis servi de ça pendant beaucoup, beaucoup d'années. Puis quand, en 95, 96, quand les dentistes puis les gens qui ne connaissent pas l'immobilier se sont mis à se lancer là-dedans, il y a toujours un effet après pervers. Et c'est là que j'achète. Quand ces gens-là, ils se font téléphoner parce que le chauffe-eau est brisé, ils se font téléphoner parce que ça coule, ils se font téléphoner parce que ça ne marche pas. Eux autres, ça ne leur tente pas de gérer ça. Et là, j'ai racheté 7 ou 8 triplex pour les hypothèques. Les gens, ils ont perdu leur argent. Ils disent, regarde, ramasse-les, je ne veux plus répondre aux locataires. Je ne veux plus répondre aux locataires. Les années 90, c'est pas bon. 90 à 97, j'ai acheté 7-8 triplex pour entre 80 et 120 000. Puis en 2000, je donnais 1000 $, cash, puis j'assumais l'hypothèque. J'allais voir la banque, je négociais, je dis, regarde, je vais continuer le paiement. Lui, il n'en veut plus. Le gars, il perdait son cash down qu'il avait mis là-dedans. Il voulait juste s'en aller chez eux puis faire sa médecine ou faire d'autres choses parce qu'il n'était pas guéri, entre guillemets, pour gérer un patrimoine immobilier. J'ai ramassé tout ce portefeuille-là de triplex un peu partout sur le plateau, etc. Je les ai gardés une couple d'années, puis après ça, ça valait... Puis je les ai vendus en moyenne 300-400 000 chaque. T'sais. Fait que là, ça me donnait un plus gros capital, puis de fil en aiguille, c'était comme ça. Alors, j'essaie d'acheter quand le marché est bas, puis je vends quand le marché est haut, mais en général, je les ai gardés très, très longtemps. Il m'en reste pas beaucoup d'immeubles. Là. À un moment donné, j'avais 120 logements à Sherbrooke avec des amis. On avait poulé, puis je les gérais. Je suis équipé... Non, mais c'était à côté de Carrefour, puis à un moment donné, il y avait 240. Mais avec des amis, mais on a tout vendu ça, puis aujourd'hui, je suis à l'âge où je veux tout disposer, puis dire à la banque, gère-moi ça, puis je vais faire d'autres choses. Hein. Fait que c'est... Mais c'est je dirais entre 45 ans puis 65 ans que là, la valeur de mes 20 ans, 30 ans d'efforts, d'épargne, et d'épargne forcée, et de leverage, etc. Et là, à partir de ce moment-là, tu te dis, OK, là, je ne veux plus devoir à rien en banque. Je ne veux plus recrinquer mes hypothèques. Combien je te dois? Il me reste 100 000. Merci, bye. Tu le payes, puis tu veux plus. Je veux avoir des immeubles ou des actifs qui n'ont plus de dette. J'en ai encore. Ils n'ont plus besoin de générer de revenus. Ils n'ont plus besoin de générer de revenus, puis il y a encore une valeur intrinsèque. Si j'ai, je sais pas, un 6 ou un 7 plex qui vaut 2 millions, 2 millions et demi, puis j'ai plus d'hypothèque dessus, l'argent qui rentre de loyer, puis les profits, je les remets dans le building. J'appelle les locataires. Tu ne dirais pas que je change ta cuisine. J'essaie de garder la valeur de mon actif, puis réinvestir là-dedans sans m'en servir pour vivre. Si j'ai besoin, je vends, je paye mes impôts, puis je mets le reste. Non, je vous ai rendu, là, maintenant, il faut vivre. Là. Mais sans parler d'âge, là, mais... Non, mais j'aurais dû être retraité depuis longtemps, mais je suis au pinacle de mes capacités là, intellectuelles, financières, mes contacts, etc. Donc, c'est encore le fun. C'est encore très, très le fun. Je fais moins de travail, je fais des mandats privés, puis c'est lucratif, puis j'ai surtout un immense plaisir à faire ça. Et on va en reparler distinctement, mais je voyage beaucoup. Alors, je dépense en voyage, mais
pas dans des hôtels 5 étoiles, tu sais, en backsack parfois, puis souvent même. Alors, j'ai aujourd'hui le luxe et le privilège de ce que tu identifies, que j'avais pas compris ça. Tu as compris beaucoup plus vite que moi. À 45 ans, le luxe de pouvoir dire non, c'est probablement l'affaire la plus fantastique que tu peux pas avoir. C'est la richesse la plus forte, puissante. Mais en plus, non seulement tu peux dire non, mais en plus, tu peux négocier plus fort. Parce que comme tu peux dire non, exact. Les gens, ils sont obligés de payer s'ils veulent t'avoir ou s'ils veulent... Exact. Sinon, tu peux te sortir d'une situation de hey, si ça vous convient pas, il n'y a pas de problème. Pas de trouble. On n'est pas et cette indépendance-là, je ne l'avais pas vécue avant. Aujourd'hui, là, je fais ce que je veux, quand je veux, je pars où je veux, je fais avec qui je veux. Je peux dire non à 100% des affaires. J'ai un chalet, tu sais, je peux me promener, je peux travailler au chalet, je peux travailler à la maison, je peux ne pas travailler. Je fais du mentorat, je fais beaucoup de caritatifs. J'ai une fondation, je donne de l'argent à la Fondation Humaniste. Je fais beaucoup de bénévolat. J'ai un grand plaisir à redonner, j'ai un grand plaisir à pouvoir être. Puis c'est pas une question d'indépendance, c'est pas une question d'argent. J'ai jamais, tu sais, je bois pas, je sors pas, je fume pas, je prends pas de drogue, j'ai pas de Ferrari, j'ai pas cette ambition d'argent-là. J'ai rien d'ostentatoire, j'ai rien. Quand j'arrive chez nous, c'est beau, j'ai pas de miroir cassé, mais je veux dire, j'ai mis les sous qu'il fallait pour avoir quelque chose d'intemporel, sharp, que j'aime, parce que j'aime le design, j'aime l'architecture, je fais le tour du monde pour voir des buildings. Donc, je suis dans l'immobilier, oui, mais dans le design aussi de l'intérieur. Je m'accommode de mes petites passions, et puis ça me comble avec mes enfants, mes petits-enfants, puis des jeunes hommes qui font des startups, qui viennent me consulter, là, je donne du temps. Puis le critère, c'est qu'il faut qu'ils aillent en bas de 25 ans, tu sais, parce que je veux pouvoir accélérer la courbe de quelqu'un qui a entre 20 et 25 ans. On me demande souvent des entrevues, puis ou des rencontres, puis des comités aviseurs, puis des boards, puis je dis non à tout ça. Mais quand un jeune m'appelle, puis me dit j'aimerais ça juste aller vous rencontrer. S'il est jeune, j'ai rencontré un qui avait 21 ans. Écoute, il y a 18 ans, il a acheté son premier duplex avec l'argent de ses parents, du Love Money. Là. Puis il est rendu à 21, ça fait 3 ans. Puis il dit, là, j'ai refinancé, j'ai vendu avec un profit, j'ai acheté un quadruplex. Après ça, j'ai acheté, là, t'es rendu à quoi, un 8plex? Il dit, non, j'ai 121 logements. Tout seul? Le gars, tout seul, 21 ans. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il il a fait des coups. Non, mais des fois, tu sais, tout le monde dit quand le monde. Il y a peut-être des partenaires avec ses parents, là, mais. Ça prend des partenaires, sinon ça marche pas. Ou c'est surfinancé, je sais pas, mais il y a quand même bâti un patrimoine. Il y a quelque chose à lui. Mais moi, souvent, quand je vois des podcasts, je vois un gars qui dit hey, moi, j'ai ça en porte. Là, tu grattes un peu. OK, la grand-mère. J'ai pas le building qui vaut auto. La grand-mère a financé, la mère a financé, le père a fait le prête-nom, les amis ont financé. Il y a du love money là-dedans. Finalement, les 100 portes, oui, mais sont 12. Il y a 12 piastres d'équité. Puis ils sont 12 sur les 100 portes. Finalement, c'est des partenaires. Fait que là, finalement, moi, je dis pas que je possède le quartier parce que je t'aime avec les voisins, là, puis qu'on a chacun mis 1000 piastres dans un projet. Fait que, tu sais, les gens qui sont vraiment riches en immobilier, là, ils le disent pas. Ils disent, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on se revoit pour un prochain podcast d'affaires avec une autre personnalité.